Merci amis téléspectateurs, amis auditeurs de la RMC TV, vous qui allez nous suivre sur différentes plateformes, sur Kassai B24, sur notre page Facebook. Aujourd'hui, l'émission Café Débat Plus, une émission d'échange scientifique, une émission qui apporte d'actualité à nos auditeurs. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces magazines Monseigneur Dieudonné Mbaye Tchakanchabantou, qui est le recteur de l'Université protestante au cœur du Congo, ici en Mbuji-Mayi. Professeur Dieudonné Mbaye, bonjour. Bonjour et merci. Merci, vous êtes recteur de l'UPCC ici en Mbuji-Mayi. Comment va l'UPCC? L'UPCC à Mbuji-Mayi et en Ngandajika se porte à merveille. Ah, ça c'est une information. Vous êtes déjà en Ngandajika? Oui, depuis 4 ans maintenant. Nous avons un campus qui est florissant et qui fonctionne bien. Je pense que c'est parmi les questions que nous avons prévues pour vous, la question de l'extension qui a été une question qui a déstabilisé peut-être en 2015 du PCC. Nous allons revenir sur ça. Alors, Monseigneur, quelles sont les opportunités que l'UPCC apporte aujourd'hui aux Est-Kassaïens? L'Université protestante au cœur du Congo est une jeune institution parce que c'est seulement depuis 2011 que nous sommes installés comme université. Il est vrai que plusieurs années auparavant, depuis 1996 jusqu'en 2010, nous avons organisé l'extension de la faculté de théologie de l'Université protestante au Congo de Kinshasa. Alors, sur recommandation des autorités du ministère de l'ESU, en l'occurrence le professeur Machak Mamba, à travers son directeur de cabinet, feu le professeur Dr Kalenga Imboa, il nous a été recommandé de transformer notre institution en université parce que le ministère venait de mettre fin aux extensions, au campus délocalisé, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons opté pour l'ajout d'autres facultés et nous avons obtenu des documents pour devenir une université autonome. D'abord la lettre du ministre, ensuite l'arrêté autorisant le fonctionnement et enfin l'arrêté admettant notre institution, notre université à l'agrément. Et ça a été facile pour vous? C'était facile comme procédure parce qu'il n'y avait pas de fraude, on faisait des choses tout à fait normales. D'ailleurs, au moment où le ministère, à travers le professeur Kalenga, nous a demandé de nous convertir, ils ont reconnu que nous avions donc une structuration normale et que nous avions beaucoup de professeurs. C'est vrai que c'était des professeurs en théologie et que en tant qu'institution affilié à l'Église du Christ au Congo, on avait beaucoup d'opportunités pour pouvoir rentrer dans les circuits des universités et instituts protestants pour jouir ou bénéficier des ressources et des opportunités qui sont là-dedans en termes d'enseignants, en termes d'appui de tout genre. Mais la difficulté que nous avons eue était plutôt liée à la concurrence locale. Parce que le malheur que l'UPCC a eu, c'est la mauvaise compréhension et la concurrence, je dirais, déloyale. Et c'est allé loin jusqu'à pousser le ministre Mbemba à prendre un arrêté pour supprimer tous les établissements privés qui étaient dans la région, à l'exception de l'université de Mbuji-Mayi.
Sinon, tout ce qui était autour a été anéanti. Alors, il s'est fait aussi que Dieu ne dort pas. L'arrêté, je crois, 174 de janvier au février 2016 avait repris un des établissements qui était déjà agréé par un décret définitif du président de la République. C'est notamment l'ISGT, l'ISTIA et l'ISTEM Saint-Luc. Mais en deuxième lieu, parce que c'était quelque chose fait de mauvaise foi. Nous rappelons bien de l'histoire. C'était fait de très mauvaise foi. Alors, sans vérifier, on a mis sur l'arrêté l'université protestante au centre du Congo, mais on a repris notre sigle. Alors, nous n'étions pas aussi non viables que ça, parce que les étudiants qui étaient chez nous, qui ont été versés à l'UOM, ils ont fait la démonstration et ils le confessent tous les jours qu'ils ont eu la meilleure formation. En même temps, la viabilité portait sur 3 éléments fondamentaux. Donc, j'ai dit 4. Le premier, c'est les bâtiments. Nous avons nos propres bâtiments. Nous ne sommes pas locataires depuis tout ce temps. 2. La bibliothèque. Nous avons 1 millier d'ouvrages de la médecine et qui sont actuels. Et je crois que même certaines vieilles facultés n'ont pas la littérature que nous avons. Alors, 3. Les enseignants. Les enseignants, nous avons inscrit les mêmes enseignants qui sont dans les autres facultés ici. Et puis en plus, nous faisons venir des enseignants de l'extérieur, en dehors du cercle qui est chez nous. Enfin, le laboratoire et clinique. L'UPCC a un centre d'encadrement pédagogique, donc une clinique didactique qui a été en place. Et dans le même circuit de la mauvaise foi, donc on est allé à cette clinique. Pourquoi vous insistez toujours sur la mauvaise foi? La mauvaise foi, parce que quand quelqu'un ne vous fait rien de mal, vous n'êtes pas en conflit ouvert avec quelqu'un, mais vous êtes en train de tout faire pour nuire, c'est la mauvaise foi. Et donc ils sont allés la nuit avec un véhicule. Ils ont transporté matériel, matelas et tout ça. Ils ont ligoté nos gardes qui étaient là pour pouvoir faire reculer ou réduire l'université. Bon, Dieu merci, les gardes ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Et puis l'UPCC continue son... Alors je veux dire que les éléments en question, l'UPCC n'en manquait pas. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que l'UPCC n'avait jamais reçu la commission de contrôle de viabilité pour la faculté de médecine. Et donc, la décision a été prise sans que nous soyons visités, inspectés. Et donc, alors, comment je vais qualifier ça? C'est pas de la mauvaise foi. Et donc, il y a des gens qui tirent des ficelles, mais tout ça, c'est du passé. Donc, l'UPCC se porte bien comme jeune institution dans l'environnement qui est le nôtre, avec 3 difficultés principales. Donc, on est une ville de culture universitaire récente. Je veux dire, le corps académique est en construction chez nous comme ailleurs. Donc, vous savez que l'ISP peut atteindre aujourd'hui une trentaine. Peut-être que l'UOM peut aussi avoir une trentaine de professeurs à temps plein résidents. Et donc tout ça c'est en construction. Je parle des aînés. Et donc c'est dans cet environnement-là qu'on peut dire qu'on est académiquement enclavé.
Mais nous brisons la barrière de l'enclavement en tendant la main aux professeurs qui sont sur place, aux professeurs qui sont ailleurs, dans les circuits de l'enseignement supérieur universitaire protestant, qui a aujourd'hui une cinquantaine d'établissements éparpillés dans le pays. D'ailleurs, l'UPCC est le point focal du 4e pôle. Donc, professeur, vous avez parlé de l'enclavement. Par rapport au milieu où se situe donc votre établissement, comment voyez-vous la fréquentation? Non, c'est bon. Donc, les étudiants viennent ici de toute la ville et même un peu de périphérie de la ville sans difficulté. Certaines personnes pensent que vous êtes dans un coin fermé. Non, notre coin n'est pas fermé parce qu'on a les rails moto. Demandez dans n'importe quel coin de la ville qu'on vous transporte à l'UPCC. On ne vous posera pas de questions. Donc, nous sommes... Mais quand je parle d'enclavement, c'est en termes de la région où nous sommes. Parce que il y a des villes où vous avez un très grand nombre, une concentration de compétences académiques, comme Kinshasa, comme l'Est aussi. C'est des milieux où le cash flow est fluide et les gens... reçoivent des bénéficiaires de paiement. Donc, les établissements fixent des taux élevés de frais. Vous êtes à Goma, à Bukavu, malgré la guerre, ils payent un peu plus que ce que nous exigeons ici. Et puis, les enseignants sont sérieux. À part cet enclavement, il y a le pouvoir d'achat. Les parents et les étudiants ont fait payer très moins cher. Nous sommes un établissement privé, mais parfois nous faisons payer même moins que ce que le ministre a fixé. Donc, parce que nous tenons compte de l'environnement pour faciliter à notre peuple. Il ne faut pas oublier que nous sommes une institution professionnelle. Alors, par rapport aux différentes charges, comment vous arrivez à résoudre ça? Bon, nous fonctionnons sur, disons, 2 modèles. Donc, le premier modèle, c'est que nous comprenons nous-mêmes, nous faisons comprendre à ceux qui travaillent avec nous. Quand je parle aux professeurs qui viennent de l'extérieur, j'ai dit, nous sommes une jeune institution, nous n'avons pas de gros moyens, nous demandons de venir en Macédoine, de nous aider. Et ce sont des amis, ce sont des collègues, ce sont aussi des autres originaires ici, qui sont ailleurs, qui aimeraient bien. Il y en a même qui disent, bon, moi, payez-moi les billets, payez-moi le séjour, c'est ma contribution pour former notre peuple. Et donc, il y a, j'ai dit, 2 standards. Donc, nous faisons comprendre et nous payons un taux moyen à ceux qui viennent nous rendre service. Parfois même, ils attendent longtemps parce que la pauvreté fait que la plupart des étudiants préfèrent payer à la fin de l'année. Donc, payer quand ils sont sous une forte pression. Et donc, alors, le deuxième standard, c'est qu'il y a des personnes avec lesquelles on fait des arrangements qui offrent la charité, qui enseignent, parce qu'ils nous comprennent, mais aussi ils veulent contribuer. Alors, mais nous n'exigeons pas, c'est des négociations, mais nous arrivons à avoir l'essentiel pour pouvoir fonctionner, parce que le fonctionnement d'une université, c'est 4 rubriques fondamentales. Donc, la première rubrique, c'est le fonctionnement de tout le temps. Trouver que l'établissement marche, on a le matériel pédagogique, on a tout ce qu'il faut pour les travailleurs, et ainsi de suite. La deuxième rubrique, c'est les paiements, primes et salaires. La troisième rubrique, ce sont les, les taxes, les impôts et toutes les redevances. Donc, il y en a énormément. Alors, la quatrième et dernière rubrique, c'est l'investissement. Parce que c'est bien beau, vous pouvez avoir les enseignants, avoir les étudiants, mais si vous n'avez pas de cadre, si vous n'avez pas
les infrastructures qui s'accommodent, parce que ça doit être en progression pour le développement de l'établissement. Et donc, tout ça, ça demande des moyens. Dieu merci, le peu de moyens que nous avons, c'est bien affecté ces dernières années et ça nous permet d'avancer. Monseigneur, revenons sur cette question de la nouvelle réforme avec le système LMD. C'est un système qui est critiqué par vos collègues professeurs. L'UPCC, votre établissement, a opté aussi pour ce système. Quels sont les avantages qu'apporte ce système LMD? Bon, il faut savoir que j'ai été parmi les premiers à critiquer les décisions des États généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi. Ça s'est tenu au moment où je ne pouvais pas y aller, j'étais pris à autre chose. Mais c'était une très bonne chose, une aubaine, une opportunité en or que le ministère avait créée. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le chèque en blanc qu'ils ont donné au ministre d'alors de pouvoir déclencher cela 1 ou 2 mois après, en imposant le système. Alors que le système LMD était adopté plusieurs années avant. Et que ce qu'il fallait, c'était évaluer ce qui s'était passé avec les établissements qui ont été choisis afin de faire un nouveau calendrier. Cette fois-là, un calendrier pour l'uniformisation ou la généralisation du système. Je crois que c'était ça ma grande critique. Mais en dehors de ça, le système, il est, à mon avis, bienvenu pour 3 raisons. La première raison, c'est l'uniformisation et l'opportunité d'exportation des diplômes. Donc, c'est un aspect capital pour que le système d'enseignement universitaire dans notre pays soit à mesure de produire des diplômes qui ne posent pas de problème aux récipiendaires ou aux bénéficiaires des diplômes quand ils vont ailleurs, en termes de comparaison, en termes de consommation. Le deuxième avantage, c'est que par rapport aux méthodes et aux modes d'enseignement, par rapport à la pédagogie, nous qui avons fréquenté un peu comme enseignants, mais aussi comme chercheurs, les systèmes anglo-saxons. Nous pensons que les recommandations du système LMD par rapport à la mise en exergue d'aspects pratiques, à la mise en exergue si vous voulez, du côté de l'équilibre entre la théorie et la praxis, c'est quelque chose de formidable. Alors, le troisième avantage, c'est la nouvelle philosophie qui consiste à faire de personnes formées de nouveaux créateurs des emplois. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment mis en vedette. On forme des gens, pas forcément pour aller dans les administrations, aller commander de l'emploi, mais que les personnes soient à mesure d'être micro-starters qui soient à mesure de créer des emplois ou même de transformer les emplois dans lesquels ils seront intégrés et de permettre que les entreprises, les administrations aient un nouveau jour, une nouvelle orientation. Et donc, par rapport à ces 3 aspects, je crois que c'est quelque chose de
fantastique. Alors, mais les critiques ne manquent pas. Effectivement. Les réformes ne sont pas toujours faciles. Mais je crois, comme j'ai dit d'autres fois, j'ai critiqué le fait de la brutalité de la mise en chantier de la réforme, mais j'ai dit que c'était une réforme décidée par le pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur universitaire et qu'on devrait y aller, que nous avons les atouts, nous avons les capacités pour nous adapter. Nous adapter, j'ai lancé par exemple au nom du comité de gestion que l'UPCC s'inscrit cette année dans la logique de la numérisation ou de la digitalisation. C'est-à-dire en d'autres termes qu'on veut créer un shift, un changement dans la perception, dans le fonctionnement pour que tout le monde s'inscrive dans les technologies de communication et d'information. Et ça va transformer la manière de travailler, d'apprendre, mais aussi de collecter les informations dont on a besoin. C'est pas de la magie, c'est pas impossible. Professeur, vous avez vanté 3 avantages avec le système LMD. Alors, si on parle d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Oui. Vous pouvez aussi évoquer quelques inconvénients ou faiblesses. Bon, j'ai déjà évoqué la faiblesse de la mise en place d'un système, la mise en place précipitée d'un système. Ça peut amener beaucoup de conséquences. Ça peut amener beaucoup de conséquences et ça peut même pousser à rater. Mais l'UPCC ne va pas rater. Donc, parce que nous sommes déjà mis. Il faut savoir que quand nous avons commencé l'UPCC, nous avons fait une nomenclature de nos facultés déjà branchées sur le système anglo-saxon. Par exemple, pour la faculté de droit, nous avons dit que c'était une formulation de trop que d'avoir une faculté de droit, une faculté de sciences politiques et administratives. Dès le départ, nous avions mis comme faculté sciences juridiques, politiques et administratives. Mais ça a fait un tollé dans la ville. Nos amis du barreau ont dit, est-ce qu'on étudie le droit là-bas? Nous étions déjà en avance. Même la faculté de sciences et technologies. En fait, c'est la nouvelle formule de la Polytech dans ce monde-là. Et donc, les sciences, les différentes sciences appliquées, tout ce que vous voulez, et les technologies mises ensemble. Et donc, nous avons créé cette faculté avant que le système n'arrive. Et donc, je veux dire que l'inconvénient, c'est la précipitation parce que ça doit être d'abord la conception, elle était déjà là, la vulgarisation pour la maîtrise et puis les modalités d'application. Au lieu que on met en place un système et puis après on commence à dire, mais vous savez, ce système-là, vous l'appliquez comme ceci, ainsi de suite. Alors, l'autre inconvénient, c'est, si vous voulez, les recommandations liées à la technologie qui va avec. Or, la technologie moderne dans son ensemble, elle a besoin d'un soubassement ou des atouts de base, notamment l'énergie électrique. Et puis, il y a les économies, donc les fonds, les moyens pour pouvoir implémenter le système. Et donc, l'inconvénient, c'est ça, que le système dit que dans l'enseignement, le maître, l'enseignant, l'encadreur, il a du temps et son temps doit être diminué par rapport au temps qu'on donne à l'apprenant pour qu'il il maîtrise ce qu'on lui a enseigné. Alors, il faut que l'apprenant soit à mesure d'utiliser les moyens
technologiques certes, techniques, pour arriver à combler, à meubler ce temps. Et donc, il aurait fallu prendre le temps pour que des mécanismes qui peuvent encadrer les étudiants qui arrivent pour qu'ils entrent dans ce système. Donc, il y a un shift à faire par rapport à la conception des étudiants, par rapport à leur mise en train dans le nouveau système. Donc, là, encore une fois, cette précipitation a des conséquences qui vont s'en suivre. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'échanger avec les autorités sur cette question? Bien sûr que le système est fait de manière à évaluer. Il n'y a pas longtemps, on a eu une commission pour évaluer. D'ailleurs, la semaine passée, la commission qui est ici pour l'évaluation du comité de gestion ou de l'enquête sur la gérance de l'enseignement supérieur universitaire officiel, public, devait aussi organiser pour le Grand Kassai donc des séances d'évaluation avec les chefs d'établissement, avec les professeurs à raison d'un prof par établissement. Pour l'ensemble du Grand Kassai, ça devait se faire le 12 et le 13, mais ça n'a pas eu lieu. Et donc, quand nous sommes dans ces réunions-là, nous ne manquons pas d'exprimer cela, mais nous ne le faisons pas en aigri ou en personne ou démodée ou dépassée. Nous le faisons dans la perspective de l'amélioration à partir de là où nous sommes. Mais sinon, moi, je crois que l'UPCC a pris de plein pied le système. Nous avions même demandé, obtenu du ministre, de nous arrimer totalement en vertical, donc sans attendre. Alors, pensons que le système est bon. Il permet aussi de faire pression sur les gestionnaires du système pour ne pas tirer en longueur la formation de nos apprenants. Parce que quand vous voyez les établissements qui tirent en longueur des longues années, de longs circuits, c'est pas le système anglo-saxon. Là, les choses sont organisées de manière pratique, directe, et ça permet aux gens, à leur aise, avec un certain encadrement, un certain accompagnement, de terminer les études dans le délai. Merci beaucoup, professeur. Avant d'aborder la question liée à la faculté de pétrole et gaz, qui est une spécialité pour l'UPCC aussi, je pense, le Grand Kassai. Oui, je crois pour le centre du Congo, c'est l'UPCC. Merci beaucoup. Alors, il y a eu des questions nous posées par nos internautes lorsqu'on a annoncé cette émission. C'est la question liée aux étudiants qui terminent en faculté de droit. Il semblerait qu'ils ne sont pas acceptés au tableau du barreau du Kassai oriental. Connaissez-vous les dossiers? Oui, le dossier est connu et bon, je ne vais pas dire il est vraiment absurde parce que le barreau sait que toutes ces années, l'UPCC organise la faculté de droit. Nos ressortissants se sont inscrits au barreau, ils ont passé le test de manière brillante, ils n'ont jamais échoué. Donc, ils ont réussi parmi les meilleurs. Alors, curieusement, nos ressortissants qui ont payé tous les frais, donc il y a la promotion Chiombo, la promotion Pinda et ainsi de suite, ils ont payé tous les frais, ils ont tout présenté. À un moment donné, ils ont dit qu'il fallait produire les diplômes. Nous avons eu les diplômes signés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Alors, je ne sais pas quelle est la nouvelle raison. Alors, on a compris
que c'est un phénomène historique ou cyclique. Parce que lorsque l'université de Mbujimai a commencé dans les années 90, ils ont eu leur deuxième lauréat en droit. Il y a eu des problèmes à ce barreau pour les accepter. Et en ce moment-là, il y a des avocats au barreau qui étaient venus de Bujumbura, au Burundi, de partout, qui faisaient la loi. Alors, ils n'ont pas accepté facilement les ressortissants de l'université de Mbujimai, de Chikama. Alors, plusieurs années après, est venue la faculté de droit de l'UOM. En ce moment-là, la majorité de personnes qui étaient au barreau étaient ressortissants de Chikama. Ils ont barré la route. Ça a fait des problèmes. Comme qui dirait un règlement de comptes. Ça a fait des problèmes. C'était pour vous régler les comptes à quelqu'un qui ne vous a rien fait parce que l'UOM n'était pas encore né. C'est nous qui avons créé l'UOM, du centre universitaire extension de l'INULU. Donc, ça n'existait pas. Mais ils étaient là, protégeant leur primauté. On raconte que le professeur Makanda, qui était recteur à l'IOM à ce moment-là, a dû aller, je ne veux pas dire manu militaire, mais aller brutalement au Conseil de l'ordre pour discuter séance tenante et négocier avec eux. C'est comme ça qu'ils ont accepté les ressortissants de canceller. Maintenant, il y a là au barreau la majorité de Chikama et de Kansele qui se sont ligués contre leur jeune sœur, l'UPCC. Et donc, nous espérons que ça va aller. Alors, où sont les raisons? Les diplômes, on en a. Les compétences, on en a. Parce que, comme je l'ai dit à la clôture de l'année, l'UPCC a fait de preuves à travers ses ressortissants de la faculté des droits. Donc, nous avons envoyé des étudiants ici à Kigali pour représenter la région au concours sous-régional. Et l'UPCC a prié le professeur Kabouya, qui est actuellement le doyen de la faculté des droits de l'UOM, peut le témoigner. Hilaire Kabouya. Hilaire Kabouya, c'est lui qui a conduit la délégation de nos étudiants là-bas. Il est revenu avec un témoignage fantastique. Alors, nos ressortissants au barreau de Mbujimai, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est allé présenter le test là-bas et a échoué. Parmi les meilleurs. Mais qui ne prêtent pas toujours serment, ils sont dans les valises du barreau. Ils sont allés à cause de la force des choses, ils sont allés à Kabinda, au barreau de Lomami. Ils étaient les meilleurs. Et toutes les universités étaient là, représentées à travers leurs ressortissants. Unikin, Unilu, Unikis et tout ça, ils étaient là. Les deux premiers du concours test de l'année passée, les deux premiers viennent de l'UPCC. Alors, il y en a eu le test de magistrat. Nos trois candidats qui se sont présentés là-bas, d'ailleurs, le troisième n'a fait que la première licence ici. Malheureusement pour lui, il n'avait pas fini la deuxième licence. Et donc, je crois qu'il ne sera pas magistrat parce que quand ils sont venus, nous, on a montré les palmarès corrects. Et donc, mais nos trois candidats qui se sont présentés là-bas ont tous réussi. Alors, dites-moi, où est la faille? Alors, professeur, c'est ce que j'ai dit, je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, le bâtonnier qui était enseignant ici
malheureusement, il nous a précédés dans l'au-delà, a dit aussi qu'il ne comprenait pas. Mais il a commencé une procédure qui a fait que les étudiants ont été encouragés à aller présenter le test, et ainsi de suite. Il nous a écrit pour qu'ils aillent. Ils sont allés, ils ont fait les exploits habituels. Malheureusement, après sa mort, on n'a pas permis à ces lauréats de pouvoir prêter serment. Je continue à espérer que le bon sentiment va arriver un jour. Le petit venu sur le couloir qu'on est en train de maltraiter sera accepté et puis sera traité comme tous les autres. Monseigneur, en tant que manadière, qu'allez-vous faire donc au cas où ça persistait? Comment allez-vous contourner cette difficulté-là? Pensez-vous contourner? Bon, ça c'est du domaine de la stratégie. Je n'ose pas livrer. Je ne sais pas encore. Mais quand on arrivera à ce moment-là, je saurai ce qu'il faut faire. Il y a aussi la question nous posée par un internaute au sujet des diplômes. Depuis 2015-2017, les finalistes n'ont jamais eu leur diplôme. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui bloque? N'ont jamais eu, c'est trop dur, parce que nous recevons toujours des lots de diplômes. Mais il faut savoir que ce que nous faisons, c'est présenter nos candidats finalistes à la commission des contrôles de scolarité. Et puis, la suite du programme, c'est que nous devons payer aux différents échelons, à commencer par cette commission qui arrive, nous devons payer et amener les dossiers quand on a finalisé la deuxième session, donc les dossiers de l'année. Alors, les diplômes sont écrits, parce que nous avons des diplômes qui ont été imprimés par l'Hôtel des Monnaies sur commande du ministère. Alors, mais c'est le ministère qui vous retourne les diplômes signés. Parfois, il vous retourne, vous avez donné 100 diplômes, il vous retourne 50, et 50 ne sont pas signés, ou 25 sont placés, ils ont leurs termes là-bas, sont placés en attente et des choses comme ça. Et ils vous disent, oui, ils vous envoient une note en disant, non, ces diplômes ne sont pas bien écrits, ou des choses comme ça. Vous retournez encore pour pouvoir ou refaire ou arranger. Et donc, c'est un processus. C'est comme ça qu'il y a, par exemple, pour les étudiants en médecine, on a eu des diplômes pour une partie et une autre partie n'a pas eu de diplôme. Bon, j'ai découvert dans les... Je prends l'exemple de la médecine. Il y a des étudiants qui n'avaient pas donné à nos services le diplôme de base. Comme c'était des diplômes de graduat, donc des diplômes des humanités. Et donc, quand ça arrive là-bas, ils retournent. Alors, mais quand ils ont retourné, quand vous faites entrer, ça prend du temps. Donc, si ça ne dépendait que de nous, les diplômes existent, ils sont reconnus par l'État parce qu'ils sont imprimés par les soins de l'État. Donc, si ça ne dépendait que de nous, on écrirait les diplômes pour tout le monde dès qu'on a fini la session. Mais il y a tous ces aléas. Mais ce que je veux dire, j'ai écouté un autre recteur dire qu'il a trouvé des arriérés de 4500 diplômes qui n'étaient pas livrés. Soit ils n'étaient pas commandés ou il y a tout un tas de choses. Donc c'est un secteur où même quand le ministre dit non, nous voulons liquider les arriérés et tout ça, vous vous achopez pour quitter de chez vous, arriver à la signature du ministre, il y a tout un tas de barrières à franchir. Et donc, si ça ne dépendait que de nous, moi, j'aimerais bien que tous nos étudiants aient leur diplôme d'entrée des jeux. Mais il faut qu'ils comprennent que nous avons affaire à un système administratif national qui n'est pas aisé. Mais les efforts continuent. Merci. Les efforts continuent. Professeur, nous tendons déjà vers la fin de ce magazine Café Débat Plus. Pour ceux-là qui vont nous suivre, nous sommes au 085
171 08 51 85 171 08 51. Professeur, abordons la question de la faculté de pétrole et gaz. Les étudiants qui suivent donc les cours dans cette faculté, est-ce qu'ils suivent bien les cours? Ici, d'abord, à chaque fois qu'il y a la période des stages, ils quittent Mbujimaï, Kassai oriental, vers d'autres provinces. Est-ce qu'ils suivent bien les stages? En fait, nous avons, comme je l'ai expliqué à la collation des grades, nous sommes même fiers de ce que nous avons mis en place. Les cours sont connus. Quand vous avez un programme de cours, vous pouvez chercher des compétences partout. Et donc, le doyen de cette faculté ici, c'est le même doyen de la faculté de pétrole et gaz à l'UNIKIN. Tenez bien, le professeur Bavon Diemou a été nommé doyen ici avant d'être nommé doyen à l'UNIKIN. Ça veut dire que nous avons trouvé la meilleure personne. Parmi les pétroliers congolais, il fait autorité. Alors, quand vous faites organiser une filière par des personnes à compétences avérées, ces personnes connaissent dans leur secteur des personnes auxquelles il faut attribuer des charges pour que la fonctionnalité, le fonctionnement de la filière soit impeccable. C'est ce que nous avons fait. Donc, quand nous avons commencé, nous avions le prof Kassé Bambouyi qui est décédé, le prof Bavon Diemou et les autres profs qu'eux, ils ont invités. Alors, à cause du petit nombre d'étudiants, nous avons décidé que le premier cycle, il le termine ici. Et le deuxième cycle, il le complète dans notre partenariat avec deux universités qui organisent la filière. C'est l'université de Kinshasa, la plus grande, la plus vieille, la plus équipée des universités, et l'université franco-américaine de Kinshasa. Parce qu'en fait, vous parlez du Grand Kassai, mais sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas beaucoup d'universités qui organisent la filière pétrole et gaz. Et donc, c'est vrai que le ministre Moïndo a créé le troisième campus, parce que à part le campus de Kinshasa, campus pétrole, c'est le campus de Mbujimaï qui est reconnu avec l'UPCC. Et le troisième campus, c'est l'Institut de pétrole et gaz que le ministre Moïndo a créé ou fait créer au Nord Kivu. Et donc, notre plan a réussi parce que la première promotion, nous avons envoyé à l'UNIKIN et à l'université franco-américaine, et c'est nous qui avons voulu que le stage se fasse là où on explore et exploite le pétrole, à Mwanda, au Congo central. Parce que derrière ce plan se trouve le fait que nous avons voulu que les premiers, les meilleurs que nous formons, aient suffisamment de connaissances et de rapprochement avec le secteur afin que nous en fassions des assistants pour continuer la filière. Et quand c'était un étudiant, alors nous avons fait tout ce parcours avec lui, il est rentré, il est parmi nous, il enseigne. La deuxième promotion avec deux candidats, nous les avons de nouveau envoyés à l'UNIKIN et à l'université franco-américaine. Ils sont terminés. D'ailleurs, eux, ils ont fait leur mémoire à l'université franco-américaine et ils ont terminé avec grande distinction, tous les deux. Alors ils ont fait le premier cycle ici, ils sont incomparables. Alors, quand ils ont terminé, ils sont ici comme des assistants. La troisième promotion,
avec 3 candidats. Nous avons envoyé un stage bloqué à l'UNIKIN. Ils ont suivi les cours du 2e cycle à l'UNIKIN et ils ont exploité la bibliothèque de l'université franco-américaine et suivi quelques enseignements là-bas. Et ils sont rentrés, ils vont présenter leur mémoire ici. Ils ont rédigé là-bas. Et donc, nous allons vous inviter, je crois que ce sera le 27 décembre. Donc, on fera venir l'équipe des examinateurs de Kinshasa, dont le pétrolier par excellence, Yemoutspan. Et ils vont défendre les travaux ici. Et on va avoir, à ce moment-là, 6 assistants. Donc, une base pour assurer avec le concours des profs. Cette année, on va avoir, à part le prof Diemou, 2 autres professeurs qui viennent pour le master, pour le deuxième cycle. Et donc, nous avons pris des précautions pour qu'il n'y ait pas de lacune. Professeur, lorsqu'on organise une faculté, cela dépend de la demande sur le marché d'emploi. Alors, en organisant donc le pétrole et le gaz, quelle a été votre vision? Puisqu'au Kassai oriental, on n'exploite pas le pétrole. Non, vous êtes en retard. Je crois que les objectifs institutionnels ont été présentés à maintes reprises aux médias. On a eu, il y a 3 ans, une leçon inaugurale au début de l'année, animée par le professeur Diemou, sur la question de savoir si le Kassai est un territoire du pétrole. Et la réponse à l'hypothèse était affirmative. Et donc, la cuvette de l'Ambouchmaï a effectivement du pétrole. Notre université est d'ailleurs inscrite dans la perspective de la recherche et des fonds et des moyens et des partenaires pour l'exploitation du pétrole que les Belges ont identifié mais ont échoué à exploiter dans la cuvette de la cuvette centrale. Et donc, parmi les objectifs institutionnels se trouvent 3 qu'il faut mettre en vedette, mais il y en a plusieurs. Le premier objectif, c'est, comme j'ai dit au départ, assurer l'enseignement dans un secteur capital de la vie nationale. Le Congo est un pays du pétrole. Alors, il ne faudra pas que demain, comme c'est le cas maintenant, lorsqu'on a de l'exploration à faire, des gisements à exploiter, de cartographie à émettre, ainsi de suite, qu'on puisse toujours recourir à la main-d'œuvre étrangère. Il faut former avec anticipation. C'est ce que notre université a fait. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir ici une faculté en perspective de l'avenir. Au moment où les autres vont se réveiller pour créer des instituts de pétrole ou ainsi de suite, nous serons déjà des vétérans ou des aguerris dans le secteur. Je vais vous informer que j'étais à Prague où nous avons conclu le partenariat avec l'université Ostrava qui est des lois expérimentées dans l'exploitation du pétrole russe et de l'Europe orientale. Et donc, cette année, on va avoir une équipe ici parce que ça fait partie des domaines de notre collaboration. Et donc, il faut anticiper les choses. Alors, la troisième raison, c'est que le pétrole en soi et les gaz avec, c'est des choses inévitables. Même quand on parle aujourd'hui de la révolution, des énergies propres, renouvelables, et ainsi de suite, c'est pas demain qu'on va se passer du pétrole et du gaz. Et donc, nous avons même
sachent inventer leur avenir et qu'ils puissent aider notre communauté et notre peuple à inventer son avenir de manière conséquente, de manière progressive. J'invite tous les anciens diplômés, tous ceux qui ont tenté une expérience universitaire et n'ont pas réussi, mais également tous les nouveaux diplômés à ne pas hésiter, parce que l'UPCC donne la formation de qualité et nous sommes là en permanence pour nous assurer que les personnes que nous formons sont non seulement maîtres de la science, mais ils ont aussi les atouts pour bien fonctionner dans la société. En tant qu'institution chrétienne, nous mettons aussi l'accent sur la moralité dans les circuits de l'enseignement pour que les personnes qui réussissent réellement avec ce qu'ils méritent. Mais également, nous donnons à nos apprenants les atouts de l'éthique de responsabilité, l'éthique sociale, l'éthique protestante, l'éthique du développement, afin que le Congo soit guéri de son cœur. Parmi les choses qui terrassent le Congo se trouve l'immoralité, la corruption et les antivaleurs qui minent notre société. C'est quelque chose que nous combattons déjà pendant la formation de nos étudiants. Et donc, l'invitation est lancée à toute notre communauté pour nous envoyer les étudiants pour venir étudier chez nous. Et nous conjuguons des efforts pour que le cadre soit adapté, que le cadre soit propre. Et je suis fier des progrès que nous avons réalisés à ce point. Et nous allons continuer pour avoir une université qui n'a rien à envier de ce qui s'est fait ailleurs. Alors, nous avons besoin de l'appui de toute notre communauté à travers les prières, à travers les soutiens de tout genre, mais également nous avons besoin de la protection et de l'encouragement des autorités de notre province. Monseigneur Donné Baïchak Nchabanto, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.